Bonjour à toutes et à tous, les auditeuristes de Dans la Poire, c'est Charles Brumeau, diététicien spécialiste du comportement alimentaire. Notre comportement alimentaire ne tombe pas du ciel, il est façonné par bien plus que notre volonté. Notre manière de manger est profondément sociale et politique, elle est influencée par notre environnement, nos émotions, notre histoire, notre fatigue, les déterminants sociaux et parfois nos blessures. Dans la Poire, c'est cet espace pour parler d'alimentation autrement et sans jugement. Je vous propose une vision plus réaliste de nos besoins de mangeurs, mangeuses. Ici, on parle des compulsions, des envies de sucré, de charge mentale et de cette difficulté, parfois, à savoir quoi manger dans un monde saturé d'informations contradictoires. Mon objectif, vous aider à mieux comprendre ce qui se joue dans votre rapport à l'alimentation pour retrouver plus de liberté, plus de confiance et peut-être un peu plus de paix. Belle écoute! Vous avez déjà terminé votre assiette sans vraiment savoir pourquoi? Peut-être pas parce que vous aviez encore faim, mais parce que c'était fini. Ou à l'inverse, vous vous êtes levé de table en vous disant « ça y est, j'ai trop mangé ». Et vous ne l'avez vu venir qu'une fois trop tard. Ce que vous avez perdu ce jour-là, c'est le signal de rassasiement. Bonjour à toutes et à tous, c'est Charles Brumeau, diététicien, et aujourd'hui, épisode pratique et court sur la question du rassasiement, une problématique que je rencontre fréquemment en consultation. Dans tout cet épisode, je vais plutôt traiter de la question du rassasiement lors des repas plutôt que celle dédiée à certains aliments en particulier, comme les aliments ultra transformés. Alors, petite différence d'abord entre la satiété et le rassasiement. La satiété, c'est vraiment la sensation alimentaire qui vous tient entre les repas. Entre les repas. C'est ce qui fait que vous n'avez pas faim à 11h du matin ni à 15h. Le rassasiement, lui, c'est ce qui se passe pendant le repas. C'est vraiment le signal qui dit « stop, c'est bon, tu peux poser ta fourchette ». Et c'est un mélange de « tiens, j'ai bien mangé » et « ouais, c'était bon, c'était cool, c'était agréable à voir comme à manger ». Et ce signal, certains d'entre nous ne l'entendent plus très bien, peut-être parce que certaines habitudes du quotidien l'ont progressivement étouffé. Je vais donc vous donner 3 raisons pour lesquelles on a peut-être un peu de mal à percevoir ces signaux de rassasiement et 3 gestes concrets pour pouvoir vous ajuster à chaque fois. Première raison, arriver trop affamé à table. Je commence par celle-ci parce que je crois que c'est celle qu'on sous-estime le plus. On parle beaucoup de quantité, on parle beaucoup de distension de l'estomac, mais à mon sens, il me semble important de ne pas négliger ce paramètre, arriver au repas avec une faim trop intense. Donc la faim, c'est le reflet du besoin énergétique de l'organisme. Si vous aimez les chiffres, vous pouvez la coter de 1 à 10, avec milieu, c'est j'ai faim à 5 sur 10 par exemple, ou sinon, si vous n'aimez pas les chiffres, en petite, moyenne, grosse faim, et vous pouvez la corréler par rapport à certains signaux, notamment digestifs, mais pas que. Je crois que quand on a très faim, certaines d'entre nous deviennent un petit peu irritables ou ont du mal à se concentrer. Donc, on pourrait croire que plus on a faim, plus on va apprécier ce qu'on mange. Et c'est vrai, dans une certaine mesure. Quand on arrive au repas avec une faim très 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 forte, le cerveau se met plus tellement en mode « je vais bien écouter finement, subtilement ce que me dit mon rassasiement, je vais pouvoir m'arrêter tranquillou ». Non, il passe plutôt en mode urgence. Et c'est assez logique car quand le cerveau perçoit un manque d'énergie, il cherche à corriger rapidement la situation. L'attention se focalise sur la nourriture, l'envie de manger augmente et on a tendance à manger plus vite avec peut-être un peu moins de recul. On peut le voir avec la gréline, une hormone qui est impliquée dans la survenue de l'appétit. Chez l'humain, ces niveaux montent avant les repas et redescendent après avoir mangé. Il y a des travaux, je crois que c'est Cummings, ça se prononce comme ça, Cummings et ses collègues, qui avaient montré un petit peu ce profil de gréline pré-repas, post-repas, ce qui soutient le rôle de la gréline dans l'initiation des repas. Et je veux même aller plus loin avec cette étude de 2014 qui nous indique que le corps ne réagit pas seulement à un manque énergétique. Cette étude, elle nous dit aussi que le corps, avec la sécrétion de gréline, prépare activement la prise alimentaire avant le repas. Donc en fait, la gréline monte juste avant les repas attendus, entre guillemets. Le corps, il l'apprend, il perçoit en tout cas les horaires et il anticipe par rapport à vos habitudes alimentaires du quotidien, si seulement si elles sont régulières.
Donc si la gréline est liée au timing, manger souvent aux mêmes heures conditionne une partie de la perception de la faim. Donc le corollaire, c'est que grignoter en permanence peut dérégler les signaux. Donc concrètement, si j'arrive à table avec une faim à 9 sur 10, 10 sur 10, eh bien je risque de manger très vite, de dépasser mon seuil de confort, puis de me rendre compte seulement après coup, ah bah ouais, j'ai encore trop mangé. Concrètement, quand l'estomac se distend, il envoie des signaux au cerveau, notamment via le nerf vague. Les hormones intestinales, je vais vite, notamment le peptide YY et le fameux GLP-1 dont on parle beaucoup en ce moment, commencent à monter, à être sécrétés pour dire ralentis, ça suffit, c'est bon, on est good. Mais ce mécanisme, il prend un peu de temps et donc si vous mangez vite parce que vous êtes affamé, ce qui arrive parfois, notamment quand on ne veut pas manger entre les repas et quand on nous dit qu'il ne faut pas grignoter entre les repas, et bien du coup on peut avoir des amplitudes horaires de 6-7 heures sans rien du tout manger, eh bien vous pouvez avoir trop mangé avant que le message arrive. Donc je le dis une fois, je le redirai. Ce n'est pas un manque de volonté ni de discipline, c'est souvent un problème de timing. Le corps, enfin le cerveau aussi, et le corps affamé privilégient la rapidité plutôt que la précision. Et donc là, on a un double piège. La faim intense accélère le rythme du repas et un repas trop rapide court-circuite le rassasiement. On y reviendra dans la raison numéro 2. Donc petit geste concret, c'est pas la première fois que j'en parle sur le podcast ou sur la newsletter, ne pas attendre d'être dans un état de faim extrême pour manger. Un petit encas en fin d'après-midi ou en milieu de matinée, une poignée d'oléagineux, un fruit peut suffire à arriver à table ou en tout cas chez vous dans un état où vous pouvez encore vous écouter, dans un état où il y a encore un petit peu de bande passante pour se souhaiter quelque chose de bon et de chouette pour nous, quoi. Deuxième raison, c'est la vitesse. La vitesse, le repas trop vite avalé qui peut nous jouer des tours. Alors là, je vais aller un tout petit peu plus vite parce que je pense que c'est quelque chose que vous connaissez qui est assez répété, ces fameux 15 à 20 minutes. Dès les premières bouchées, votre système digestif commence à envoyer des signaux. La distension de l'estomac, la montée des hormones intestinales, le message qui remonte via le nerf vague jusqu'au cerveau, jusqu'à l'hypothalamus, tout ce processus-là prend entre 15 et 20 minutes. Des études montrent qu'un rythme alimentaire plus lent est associé à une prise alimentaire plus faible énergétiquement pendant le repas, c'est-à-dire que les mangeurs rapides consomment significativement plus d'énergie que les mangeurs et les mangeuses plus lents, plus lentes. Parce que manger lentement augmente plusieurs paramètres importants, la mastication, l'exposition sensorielle, on a un petit scan dans notre palais des saveurs, le temps de contact avec les aliments dans ce fameux palais et la capacité à percevoir les signaux corporels. Donc en clair, quand on avale vite, le corps reçoit les aliments, mais le cerveau n'a pas toujours le temps de faire l'expérience du repas. C'est pour ça qu'on peut finir une assiette en quelques minutes et se dire « tiens, j'ai déjà fini, il s'est passé quoi là ? Non, j'ai encore envie ». Pas forcément parce qu'on a encore faim, mais parce que le cerveau n'a pas eu assez d'informations pour ressentir le rassasiement. En fait, il n'a pas vraiment eu le temps de se laisser trouver par le rassasiement via les canaux qu'on a détaillés juste avant. C'est ça qui est un peu subtil. Pas eu le temps nécessaire à ce que le rassasiement le trouve. Le petit geste concret, donc là, l'objectif, c'est pas de manger au ralenti, de compter chaque bouchée, ça pourrait être un peu creepy. C'est plutôt déjà de créer 2 ou 3 micro-ralentissements dans le repas. Ça peut être pour les mangeurs et les mangeuses qui vont très très vite, ça peut être déjà faire quelque chose de bon avant le repas, quelque chose d'agréable, quelque chose de doux, quelque chose de... peut-être juste, 3-4 respirations profondes avant de commencer son assiette, pour celles et ceux qui sont vraiment, vraiment pressés. Après, si vous avez quelques minutes, c'est encore mieux, mais si on n'arrive pas à ralentir pendant le repas, on peut aussi faire quelque chose de tempoté. C'est-à-dire avec un tempo qui est plus adapté à la prise alimentaire. Voilà, tempoté. Ça va exister, c'est sûr, j'ai juste un peu d'avance. Mais oui, quelque chose de tempoté, c'est vraiment genre, je me lève, je descends les escaliers, je vais marcher 1 ou 2 minutes, et plus si affinité, voilà. Et puis peut-être que
je suis au milieu de mon assiette, je vais me permettre de prendre 2 ou 3 respirations. Ça peut juste être ça déjà, hein. Peut-être poser ses couverts une fois ou deux et puis, si vous n'y arrivez pas, partez de votre expérience de mangeur et de mangeuse rapide. Tiens, qu'est-ce qui se passe pour moi quand je mange trop vite? J'ai toujours été une mangeuse, un mangeur rapide. Qu'est-ce qui se passe pour moi quand je fais ça? Est-ce que je prends du plaisir à manger? Est-ce que j'ai pris assez de plaisir à manger par rapport à ce que je projetais? Est-ce que, est-ce que j'ai un coup de barre après le repas et que j'ai normalisé le coup de barre? Est-ce que j'ai une difficulté ou pas à digérer? Qu'est-ce qui se passe quand, j'arrive à ralentir ne serait-ce que 10? Voilà, et même quand on arrive avec une faim raisonnable au repas et même quand on essaye de, ralentir un peu, eh bien, il y a un autre facteur assez puissant qui est, disons, mis sur, la sellette. J'ose dire le mot, la sellette, eh bien, c'est notre attention. Troisième raison, c'est quand on est distrait, distraite par le repas. C'est vraiment un élément qui brouille aujourd'hui le rassasiement, mais j'ai envie de dire, la perception du plaisir aussi, le rapport qu'on entretient avec le temps aussi, c'est cette histoire de distraction et de sollicitation et de l'impression du temps qui passe. J'en ai pas mal parlé dans la mini-série sur le capitalisme dans nos assiettes. Je crois que ouais, je pense qu'il faut que je me réécoute cette série parce que ça m'arrive de me faire absorber par ce type de tunnel-là. Téléphone, ordinateur, tablette, répondre à des mails, scroller. C'est vraiment la question de manger sans être présent, présente à votre repas. J'ai pas envie de dire totalement présente, pleinement présent, parce que, bon, est-ce que ça arrive si souvent que ça d'être pleinement, vraiment, 100% dans l'instant présent? Est-ce qu'on peut en être sûr? Je suis pas tout à fait persuadé. Mais je veux bien que vous me prouviez le contraire. Et donc là, l'attention joue un rôle important dans la perception du rassasiement. Le cerveau, il a besoin d'encoder le repas. Les saveurs, les textures, la quantité mangée, bien sûr, le début du repas, la progression du repas, les pauses éventuelles, la reprise, les reprises, la fin du repas, la trame gustative laissée par vos aliments. Et quand l'attention, beau lapsus, quand l'attention est captée ailleurs, je les laisse tous de toute façon mes lapsus, hein. J'en ai deux très fréquents, corps et cœur, peut-être parce qu'il y a un petit, un petit rapport, et soleil et sommeil, ça je le fais tout le temps en consultation. Donc je les laisse, ils disent ce qu'ils le disent. Voilà. Donc effectivement, quand l'attention est captée, eh bien cet encodage devient plus difficile à réaliser dans sa complétude. Des recherches montrent que manger en étant distrait peut augmenter les quantités, augmente souvent les quantités consommées pendant le repas, mais aussi plus tard dans la journée. Autrement dit, si le cerveau il est un peu à droite à gauche pendant le repas, il peut avoir plus de mal à considérer que votre besoin de vous nourrir a été satisfait. C'est pour ça qu'on peut parfois finir une assiette presque automatiquement et avoir cette sensation étrange, bah tiens, ouais, non, c'est fini, hein, mais je l'ai mangé sans vraiment m'en rendre compte. Donc là, le petit geste concret, c'est qu'il ne s'agit pas de se, se cadenasser et de manger dans un silence quasi monastique, c'est de peut-être, dans un premier temps, de réduire les interférences, essayer de manger dans un endroit un peu plus calme, même dans une table de la cantine qui est peut-être proche d'une source de lumière et dans un endroit où il y a peut-être un peu moins de bruit. Déjà, ça peut être ça. Bien sûr, d'éviter les vidéos très stimulantes ou les séries télévisées ou les séries je ne veux pas dire le nom, de cette plateforme très connue qui produit plein de séries. Ça peut être aussi poser le téléphone quelques minutes et voilà, peut-être miser sur les 3-4 premières bouchées. Voilà, 3-4 premières bouchées, sans écran, sans scroll, sans vidéo. Voilà, pour déjà initier
cette phase de ralentissement et d'orienter l'attention vers l'expérience alimentaire afin de mieux encoder toutes les données du repas. Les données, c'est la vue, l'odorat, ce que vous goûtez, la perception gustative, mais aussi olfactive, en rétro-olfaction. Et puis aussi, pourquoi pas, des souvenirs, des émotions qui peuvent monter. C'est un acte qui est intrinsèquement lié à des dizaines et des dizaines et des centaines d'expériences alimentaires et d'expériences de vie. Donc, c'est normal et logique qu'en tant qu'humain, il y ait des souvenirs, des émotions, des sensations qui remontent. Pour conclure cet épisode, si on devait un petit peu schématiser tout ce qui a été dit, le rassasiement n'est pas un signal magique qu'il suffit d'écouter, genre comme si c'était un robinet plein, un robinet fermé. C'est plutôt un signal subtil, qui peut être brouillé par 3 facteurs principaux. J'en donne 3, mais en fait, il y en a beaucoup plus que ça. Je voulais faire relativement court pour cet épisode, mais dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé par d'autres paramètres. D'abord, arriver trop affamé. Le cerveau passe en mode urgence, donc là, on mange plus vite et on peut dépasser plus facilement son seuil. Deuxième raison, manger trop rapidement. Donc là, les signaux digestifs peuvent arriver trop tard par rapport à la vitesse d'ingestion. Et donc là, effectivement, j'ai oublié de le dire, mais l'ajout d'une crudité ou juste de croquer dans une petite carotte ou dans un radis ou bientôt dans un concombre, eh bien, ça pourrait être intéressant justement pour avoir une sorte de pre-meal et donc d'envoyer des signaux digestifs avant de commencer votre plat principal. Voilà, je pose ça là. Et troisième raison, manger de manière un petit peu avec l'attention à la porte d'Orléans, entre guillemets. Le cerveau, il encode moins bien le repas, donc il ressent moins clairement qu'il a été satisfait sur différents plans. Donc le problème, je vous le dis et le redis, et je suis constant, ce n'est pas la volonté ni la discipline, mais plutôt le timing, la vitesse et l'attention. Donc l'objectif, c'est pas de tout contrôler parfaitement, mais petit à petit, ça peut juste être ça, petit à petit, de créer de meilleures conditions pour entendre ce signal de rassasiement qui essaie de se faire entendre en fait. En l'occurrence, ne pas attendre une faim extrême, ralentir par petites pauses, micro-ralentissement et commencer le repas sans distraction, au moins les premières bouchées. Et puis, si vous n'y arrivez pas, c'est ni foiré ni réussi, vous repartez de votre expérience. Vraiment, j'arrive pas à ne pas avoir de distraction. En fait, qu'est-ce qui se passe pour moi quand j'ai des distractions ? Après, je vous invite à distinguer les distractions qui sont genre bien vénères, avec de la musique très forte, une émission très intéressante avec un fort volume sonore ou des séries qui s'enchaînent un peu vite, et juste un fond musical, par exemple. Moi, je prends tous mes repas avec un fond musical parce que je prends souvent mes repas seuls le midi. C'est pas un fond distractif qui me demande un travail cognitif pour analyser l'information. C'est juste une petite présence et ça fait moins creepy d'être seul dans le silence, quoi, voilà. Donc le rassasiement, il revient rarement par la contrainte, là, le truc, là, je vais vraiment le trouver, quoi, je vais mettre la pression pour le trouver. Il revient plutôt, en tout cas, il a plus de chances de revenir quand on redonne au corps le temps, l'attention, la sécurité nécessaire pour envoyer ces signaux et au cerveau la disponibilité pour les recevoir. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode de Dans la poire. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente semaine de mangeurs et de mangeuses curieuses, attentives. N'hésitez pas à me faire un retour sur Spotify, YouTube, Deezer si vous pouvez, ou en mettant un avis sur Apple Podcast afin que Dans la poire reste un podcast gratuit et ouvert à toutes et tous. Je vous souhaite un bel appétit de vivre et à très vite pour un nouvel épisode de Dans la poire.